Pendant des décennies, il a navigué entre trois mondes qui ne se parlent presque jamais, le renseignement, l'entreprise et l'État. Il a vu ce que nous ne voyons pas, il a eu accès à ce que l'on ne publie pas, il a participé à des décisions qui échappent au débat public. Ancien directeur du renseignement de la DGSE, devenu architecte de l'intelligence économique française au sommet de l'État, Alain Juillet fait partie de ceux qui pensent que la guerre n'a pas disparu. Elle a simplement changé de forme. Aujourd'hui, elle se joue dans les entreprises, dans les infrastructures numériques, dans l'information, dans les esprits. Et peut-être que nous y sommes déjà, sans avoir vraiment décidé d'y entrer. Alors une question simple, sommes-nous naïfs ou déjà dépassés ? Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode consacré à l'intelligence économique, à la souveraineté et aux nouvelles formes de pouvoir. Aujourd'hui, nous allons entrer dans la tête, en tout cas essayer, d'un homme qui a consacré sa vie à comprendre les rapports de force invisibles. Alain Juillet, bonjour. Bonjour Benjamin. Alors, vous avez été militaire, vous avez été chef d'entreprise, vous avez été homme de renseignement. Qui est vraiment Alain Juillet ? Un peu tout ça, en définitive. Je crois que c'est... moi, ce qu'on peut dire, je crois que c'est ça. J'ai une chose qui est chevillée au corps, c'est mon pays, ça c'est vrai, c'est par la famille, un natavisme familial. Hein. Mon père était préfet, mon grand-père était préfet. Je suis d'une famille de militaires et de hauts fonctionnaires, et pour qui la France, c'est pas un gros mot, quoi. Voilà. Donc moi, toute ma vie, j'ai été là-dedans et j'ai essayé d'être dans la ligne de mes prédécesseurs. Et ceci étant, comme j'ai fait beaucoup de choses, je crois que je suis un peu de tout. Alors on va continuer avant de parler du monde, de parler de vous. Est-ce que, à force de faire du renseignement, toutes ces années de renseignement, est-ce que ça vous rend lucide ou plutôt paranoïaque ? Ah non, je pense que ça rend lucide. Enfin, moi, personnellement, je pense que ça me rend lucide. Je ne suis pas du tout obsédé, je ne vois pas des complots partout. Au contraire, parce que je trouve que quand on décode ce qui se passe, les choses s'imposent avec une clarté incroyable. Le drame, c'est que les gens compliquent tout. Et j'ai remarqué que souvent, les gens compliquent parce qu'ils n'ont pas compris. Quand on ne comprend pas quelque chose, on ne sait pas l'analyser, on ne sait pas l'expliquer. Mais quand on a bien compris quelque chose, ça devient clair pour vous, et bien sûr, ça devient clair pour les autres. Quel est aujourd'hui ce que l'on ne comprend vraiment pas ? Ou s'il y a une chose qu'on ne comprend pas ? Je crois qu'on mélange un certain nombre de choses. C'est ça le drame actuel. Hein. D'abord, le premier problème, c'est qu'aujourd'hui, la civilisation à l'occidentale, telle qu'elle est, a substitué à la raison pascalienne, la raison qui était l'essence même de la réflexion dans le passé, qu'elle soit grecque, aristotélicienne, si vous voulez, cyronienne ou autre, peu importe, enfin de tous les temps, il y avait une vision rationnelle des choses. Or aujourd'hui, on a remplacé la vision rationnelle par l'émotion, la vision émotionnelle. C'est-à-dire que quand on voit quelque chose, on réagit avec un mélange de morale, d'idéologie, d'émotion, alors que le secret pour comprendre, c'est d'enlever tout ça, mais tout, et de rester uniquement purement factuel. Et lorsqu'on reste purement factuel, les choses à ce moment-là sont beaucoup plus simples, parce qu'on a enlevé tous les agrégats qu'on a pu mettre autour. On est revenu à l'essentiel. Comme disent les Américains, back to basic. Et je crois que c'est ça le secret. Aujourd'hui, si les gens font cet effort-là, les choses leur paraissent très compréhensibles. Enfin, on comprend. Mais attention, je ne vous ai pas parlé de morale. J'ai bien dit, il faut enlever l'idéologie, il faut tout enlever. Toutes les scories, je dirais, l'émotion, tout ça sont des scories. Il faut regarder les faits, et regarder les faits sans y ajouter, dans l'analyse, sa propre vision. Parce que nous, on a nos biais cognitifs, on a nos angles qui nous prennent et qui nous poussent. Or là, il ne faut pas. Il faut rester froid comme un glaçon, j'ai pas de morale, j'ai pas de sentiment, je regarde et j'essaie d'expliquer ce qui se passe. Et là, les choses sont beaucoup plus claires. Cette discipline de regarder le fait avant, on va dire, la vitrine, justement de dépolluer des émotions, c'est ces années dans le renseignement qui vous l'a appris, c'est un réflexe ? Indiscutablement, moi, ma vie professionnelle m'a appris, alors le renseignement m'a appris effectivement à chercher ce qui est le dessous des cartes pour les comprendre, avec des méthodes, avec une méthode, avec des modes d'approche. J'ai eu la chance de faire une partie de mes études aux États-Unis, où là aussi on vous apprend, alors là c'est la rigueur, ils n'ont pas de sentiments les Américains, ils ne mélangent jamais les sentiments avec les affaires, c'est le moins qu'on puisse dire.
Bon. Et puis j'étais dans une famille où on m'a appris la rigueur. Mon grand-père était un homme, était un ancien militaire, puis il a été un préfet de région et autres, mais était un homme d'une grande rigueur, d'une grande dureté aussi, hein, mais d'une grande rigueur, et qui nous amenait à être très rigoureux, parce que quand on expliquait quelque chose, il disait arrêtez de dire n'importe quoi, qu'est-ce qu'il y a au cœur de tout ça, quel est l'essentiel. Alors ça vous oblige à chercher, à synthétiser. Et ça veut dire que aujourd'hui, quand vous regardez la télévision, quand vous regardez les médias, vous avez l'impression que, en fait, on est dans un récit construit, d'entendre une réalité, d'avoir des faits. Alors, je pense que ce qui est frappant aujourd'hui, alors souvent ça me fait réagir quand je vois certaines émissions, ce que je trouve, c'est qu'on présente une réalité, mais je dirais une réalité orientée. C'est-à-dire que le problème qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, on est dans la pensée convenue, hein, c'est-à-dire en France. Hein, et personnellement, moi j'ai pu le constater souvent, hein, j'ai été critiqué, attaqué par des gens, alors que je parlais de factuel, parce que le factuel faisait que quand on expliquait, les gens devaient être obligés de reconnaître, enfin ils ne voulaient pas de reconnaître que la réalité c'était celle-là, c'était pas ce qu'on nous racontait. Mais quand vous dites ça, quand vous êtes sur le factuel et que la pensée convenue veut vous dire autre chose, alors évidemment ça ne peut pas marcher. Est-ce que ce serait faux de dire que le grand public se trompe un peu sur la réalité du monde ? Le grand public est façonné pour croire à une vision du monde. Hein, prenez tous les grands pays, si vous voulez. Quand le président Trump vous dit on va faire l'Amérique plus grande encore, vous allez voir ce que vous allez voir. Bon, quand on analyse, on sait très bien que l'Amérique est un empire qui décline tout doucement, qu'ils ont besoin de trouver d'autres solutions pour s'en sortir dans le futur et éviter de se retrouver écrasé par l'autre empire qui monte, c'est la Chine. Et donc, mais ça, évidemment, dans le discours MAGA, si vous voulez, de Trump, jamais on évoque ça. On va vous dire, on est les meilleurs, on va écraser tout le monde, et on va tirer parti de tout. Regardez la guerre en Iran. La guerre en Iran, d'un côté, est une impasse militaire totale. Ils se sont plantés, hein. Ils n'ont pas réussi du tout à atteindre les buts de la guerre du début. Bon, pourquoi ? Parce que c'est devenu une guerre du faible au fort. Le faible a réagi en utilisant ses moyens et les forts n'y avaient absolument pas pensé, parce qu'ils ne pensaient pas que le faible oserait utiliser ces moyens-là. On dit, il est trop bête pour ça. Ça, c'était l'erreur. Hein. Et en finale, à quoi ça aboutit ? Ça aboutit à ce que quand même, les États-Unis vous disent, on a gagné, on est les meilleurs, regardez ce qu'on fait. On vous annonce comme un triomphe que l'Ormuz va être libéré, enfin on va pouvoir passer par Ormuz dans les jours qui viennent. Hein. Excusez-moi, mais avant la guerre, on passait par Ormuz, il n'y avait aucun problème. Hein. Mais est-ce que c'est pas une victoire ? Est-ce qu'on n'a pas, en fait la même fin sur cette guerre avec l'Iran que l'on a avec l'Ukraine et la Russie ? Vous avez pris des positions sur la Russie beaucoup plus nuancées au début en fait du conflit que l'État français. Oui, mais ça m'a valu de me faire traiter de pro-russe d'ailleurs. Hein. Bien sûr, oui, bien sûr. Mais j'ai une certaine habitude, on m'a traité de tout, on m'a traité de pro-américain, de pro-chinois, de pro-russe. Au fur et à mesure, vous savez, des évolutions des idées des uns et des autres. Bon, en réalité, au début de la guerre, hein, si on étudiait l'histoire de l'Ukraine avant la guerre, hein, depuis le traité de Versailles, depuis 1918, tous les ingrédients, on comprenait parfaitement tout ce qui allait se passer, tout ce qui se passait. Et les oppositions des uns ou des autres, le Donbass contre le reste, les positions des Polonais, tout ça, ça s'explique. L'accusation de nazisme, tout s'explique quand on connaît l'histoire. Le problème, c'est que les gens ne connaissent pas l'histoire. Quand vous avez, regardez, on parle de l'Ukraine, hein, pour résumer en peu de mots, mais vous allez voir, en 2018, l'Autriche-Hongrie a perdu la guerre. Qu'est-ce qu'on fait, les alliés, hein? Ils disent, bon allez, on va enlever un bout de l'Autriche-Hongrie qui est au nord et on va le donner à la Russie parce qu'elle nous a aidés dans la guerre contre l'Empire austro-hongrois. Le tsar nous a aidés dans la guerre, donc ils méritent qu'on donne quelque chose. Alors, il y a un bout là-haut, on leur donne. Bon. Et puis la Pologne, elle a joué aussi avec l'Allemagne, on en enlève un morceau qu'on donne à cette Ukraine russe, hein, qui était l'Ukraine, qui allait jusqu'au Dniepr. Hein. Donc il y avait toute la partie est du Dniepr qui était russe depuis toujours. Hein. Kiev était la capitale de la Russie jusqu'au moment où Pierre le Grand a décidé que ce serait Saint-Pétersbourg, hein, quand même, il ne faut pas l'oublier. Hein. Bon, vous avez donc, il y avait ça, on leur donne la partie ouest et on leur donne au nord la partie polonaise, nord-ouest la partie polonaise. Bon,
Ça, c'est le début. Staline décide, pour l'ensemble de l'Union soviétique, de supprimer les propriétaires terriens pour créer des kolkhozes, des communautés d'ouvriers agricoles. C'est un désastre épouvantable. La famine règne partout et les gens meurent par millions. Il faut le savoir. C'est ce qu'on appelle en Ukraine l'Holodomor, mais il y a eu, ce qu'on ne dit pas, nous, c'est qu'il y a eu ça en Biélorussie, en Géorgie, partout. Parce que c'était une décision de Staline partout. Donc ces pauvres gens, ils n'ont rien demandé. Ils se retrouvent rattachés à la partie russe, le Donbass actuel, qui était russe depuis toujours. Bon. Ils crèvent la faim, arrive 40, et en 41 plutôt, les Allemands arrivent. Que pensez-vous que cette population peut faire, elle qui parle allemand d'origine, que pensez-vous qu'elle peut faire quand elle voit arriver les troupes allemandes qui se battent contre les Russes, qui les ont fait souffrir? Ils applaudissent les Allemands, ils s'en foutent qu'ils soient nazis. Eux, ce qu'ils voient, c'est la liberté par rapport à là où les Européens les ont mis. Vous voyez ? Donc, si vous ne savez pas ça, vous ne pouvez pas comprendre les histoires de nazisme avec d'un côté les Ukrainiens, on a vu avec Zelensky la semaine dernière, qui dit « Ah mais non, ça c'était un héros de l'Ukraine ». Et puis les autres vous disent « C'est pas un héros de l'Ukraine, c'est un traître, il a été avec les nazis ». Oui, mais il faut comprendre. Et si vous ajoutez, il faut savoir l'histoire, que pendant cette fameuse guerre de 40-45, donc la partie ouest, qui était l'ancienne Autriche-Hongrie, elle est pour les Allemands et elle forme les divisions SS, elle a fait plein de trucs. Il y a des camps, c'est une horreur ce qui se passe. Mais de l'autre côté du Dniepr, vous avez à ce moment-là, vous avez les Russes, et là, ils vont faire de la guérilla et ils vont couper les lignes de ravitaillement de Stalingrad. L'armée allemande a perdu Stalingrad à cause de la guerre des partisans en Ukraine. En Ukraine, Donbass. Donc vous voyez, je vous raconte c'est un peu long, mais pour vous dire que si vous ne savez pas ça, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Mais bien sûr. Parce que vous avez une vision totalement fausse. Pourquoi ? Parce qu'on ne regarde pas les faits, on ne regarde pas l'histoire. Alors on juge à l'émotion, on juge au truc. Mais non, mais c'est pas ça. Vous voyez ? Oui, effectivement, je pense que l'affaire de l'Ukraine, c'est une affaire terrible. Quand vous pensez qu'en 2 mois après le début de la guerre, c'est pas long, 2 mois après le début de la guerre, les militaires russes, Gerasimov et les autres, les négociateurs russes rencontrent les militaires et les négociateurs ukrainiens à Antalya en Turquie. Ils négocient la paix. 2 mois après le début de la guerre. La paix, c'est quoi ? Ils la signent. L'accord est passé entre les deux parties. C'est pas d'OTAN en Ukraine et les provinces du Donbass autonomes, pas indépendantes, pas russes, autonomes. Bon. Les négociateurs reviennent voir Zelensky qui dit « Bonne idée, c'est bon, on va arrêter la guerre ». Et Boris Johnson, l'anglais, le Premier ministre anglais, vient voir Zelensky, il dit « Surtout signez pas, avec les moyens qu'on va vous donner, vous allez écraser les Russes, vous allez reconquérir la Crimée, vous allez tout faire. Surtout ne signez pas ». Résultat, 4 ans plus tard, on est toujours en guerre, il y a eu plus de 500 000 morts de chaque côté, est-ce que c'est pas criminel ? Vous voyez ? Et moi, c'est ce que, quand il y a eu cette affaire en je le savais par mes réseaux, parce que c'est vrai que j'ai de bons réseaux d'information, et je l'ai dit. Je l'ai raconté en France à des télévisions, à des radios, j'aurais dit voilà ce qui vient de se passer la semaine dernière à Antalya, voilà ce qu'ils ont signé. Et alors on m'a dit vous êtes un menteur, c'est pas vrai. Parce que la pensée convenue en Europe faisait qu'on ne pouvait pas penser une seconde qu'ils étaient capables de négocier entre eux. Il fallait pas qu'ils négocient. Comme l'a dit Biden après, il faut continuer la guerre en Ukraine jusqu'au dernier Ukrainien. Mais moi, je suis pas d'accord. Un regard un peu différent que vous nous partagez là, une certaine forme de lucidité. Essayons de zoomer maintenant sur le monde de l'entreprise, oui, qui nous intéresse plus particulièrement. Est-ce que vous trouvez aujourd'hui que les entreprises sont suffisamment lucides face à la réalité du monde et des risques et de ces risques nouveaux ? Je crois que les entreprises ont dérivé, alors personnellement, pour en avoir dirigé un certain nombre, mais redressé surtout un certain nombre. Parce que moi, c'est ma spécialité, plutôt c'était de créer ou de redresser des entreprises, de lancer des filiales d'entreprises, mais surtout de redresser les entreprises en difficulté. Ce que je vois, c'est que je pense que les entreprises ont perdu une partie, moi je dis ça dans les années 90, on a perdu une partie de notre philosophie, et du même coup,
on piétine dans les pays occidentaux. Et ça veut dire que c'est quoi ça? Quand on a dit que la valeur de l'entreprise était pour l'actionnaire. La création de valeur pour l'actionnaire qui a été développée dans les années 90 a été mortelle pour les entreprises du monde occidental. Parce que avant, il y avait une espèce de norme, alors plus ou moins variable. En gros, c'était une entreprise, elle gagne, elle est là pour faire du profit. Ce profit, elle le partage en trois, un tiers pour la recherche, un tiers pour les personnels et un tiers pour les actionnaires. C'était la règle courante. Bon. Et ça, c'était la base, si vous voulez. Bon. Et bien sûr, et cette entreprise avait un rôle social, reconnu par tout le monde, un rôle social autour d'elle. Bon, moi j'ai connu des boîtes, j'ai travaillé chez Pernod Ricard, chez Ricard. Le père Ricard, c'est un patron social. J'ai travaillé avec les gens de Michelin. Les gens de Michelin, ils étaient sociaux. C'est ça que je suis en train de vous dire. C'était des gens qui savaient que l'entreprise, elle avait un rôle social depuis toujours, depuis la création du monde. Parce qu'elles étaient incluses dans une zone, et dans cette zone, autour d'elles se créaient plein d'activités. Parce que c'est l'entreprise qui générait toutes les activités autour. Et ce partage de la richesse, et qui est à peu près équilibré, faisait que tout le monde y trouvait son compte. Or, qu'est-ce qui s'est passé depuis 25 ans, depuis 30 ans? C'est qu'on a substitué à ça un nouveau schéma, le schéma de la valeur pour l'actionnaire, et qu'on a vu avec les fonds d'investissement, c'est de dire, bon, j'investis, mais il faut que ça me importe à moi tout de suite, et dans les 3 ans, dans les 4 ans, pour que je puisse la revendre. C'est-à-dire qu'on sacrifie le développement futur de l'entreprise à des résultats immédiats. Et pour avoir des résultats immédiats, on sacrifie aussi l'environnement social de l'entreprise. C'est ça qui, à mon avis, a perturbé toutes les sociétés occidentales, ou presque, qui maintenant se trouvent toutes en difficulté pour les mêmes raisons. Alors bien sûr, à côté de ça, il y a les valorisations en bourse qui ont explosé, il y a le fait, bon, bien sûr, les gens peuvent, il y a des gens beaucoup plus riches qu'avant et des gens beaucoup plus pauvres aussi. Certains vous diront, et notamment les fonds de capital risque ou les fonds de développement, que grosso modo, grâce à eux, ça a apporté une forme de capitaux qui a permis de créer des groupes, créer des ensembles. Oui, mais ça a tué plein d'entreprises, si vous voulez. Personnellement, je crois pas être je suis pas, d'un point de vue politique, je suis pas dans une tendance, si vous voulez, gauchiste, bien au contraire. Mais je pense que, en réalité, la priorité donnée à la finance, regardez, je vais reprendre un exemple. Vous trouvez que la priorité, en fait, donnée à la finance est trop importante par rapport au reste? Bien sûr. Mais ça a toujours été comme ça. Quand il y a eu, après la Deuxième Guerre mondiale, on avait besoin d'usines. Après la guerre, on est passé d'une culture, économie de guerre, la production à outrance. Voilà, on est passé d'une économie de guerre à une économie. Exactement. Voilà, à une économie. On a fait de la production pour l'on puisse manger. Puis quand on a trop produit, on s'est dit bon Dieu, on produit trop par rapport aux besoins. Alors on a inventé le marketing. Vous forcez à acheter quelque chose dont vous n'avez pas besoin. Faut être honnête. Bon, bien sûr. Je simplifie, mais bien sûr. Bon, on a fait, et donc c'était les directeurs industriels qui ont été les patrons des entreprises après la guerre. On a vu arriver les patrons de marketing ils avaient des grandes stratégies de marketing. Et puis on a vu, elle a dit qu'il faut quand même faire quelques économies. Alors on a eu des gestionnaires, mais d'abord c'était sur le delivery, c'était sur les réseaux pour améliorer l'efficacité de l'entreprise. On disait on va réduire le nombre de couches de l'entreprise. Bon. Alors on a eu à ce moment-là des gens arriver. Et puis on a eu des gens qui étaient gestionnaires, des comptables. Et puis après on a eu les cost killers. Mais quand vous regardez à chaque fois, la finance prenait de plus en plus d'importance. Et on est arrivé à un moment où la finance c'est tout. Est-ce que en disant ça, vous n'êtes pas en train de pointer du doigt le manque de culture stratégique? Derrière le manque de culture stratégique, c'est une incapacité ou une moins grande capacité à anticiper, alors que ce soit les risques, mais aussi les prochaines tendances. Il y a un bon exemple, c'est les banques. Bon, les banques françaises, c'est absolument fascinant. Les banques françaises, au départ, c'était des banques de dépôt. Toujours été des banques de dépôt. Et donc, on prêtait aux entreprises, on prêtait aux individus, on gagnait de l'argent là-dessus, on perdait, on gagnait. Bon. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trouvé, c'est bien sûr, ils ont dit, c'est plus astucieux, ils ont dit, on va faire autrement. Maintenant, on va changer le système, donc on va faire du trading.
les banques d'affaires, et les banques d'affaires en trading électronique. Toutes les grandes banques qui aujourd'hui sont censées être des banques de dépôt françaises font toute une partie, on l'a vu avec la Générale où il y a eu un beau scandale, mais toutes le font. Hein. On fait du trading électronique et autres, on gagne beaucoup plus d'argent en jouant à la bourse qu'en faisant des placements. Mais le rôle de la banque, est-ce que c'est de faire des placements pour aider, contribuer au développement de la société, ou est-ce que c'est de faire de l'argent pour elle-même ? Et vous voyez bien qu'il y a eu une divergence. Alors on a vu au niveau des entreprises monter évidemment toutes les failles cyber, et puis un certain nombre derrière de fraudes, des arnaques au président. On a eu en quantité. Et puis on a eu la montée de ce qu'on a appelé le lawfare, c'est-à-dire en d'autres termes la capacité d'ingérence par la loi extraterritoriale d'un certain nombre de continents, l'affaire Alstom, l'affaire GEM+. En fait, aujourd'hui, qui joue le plus dur sur la scène mondiale ? C'est les États ou les entreprises ? Je pense que les entreprises sont plus dures que les États. Ça se fait moins de cadeaux. Et ça marche encore plus fort quand vous avez l'État qui joue avec les entreprises. Alors c'est ça qu'on a, si vous voulez. La Chine, par exemple. La Chine, il y a une concurrence. La Chine, c'est fantastique. Ils sont tous la main comme ça. Alors on va vous dire c'est pas vrai, mais en réalité ils sont. L'État accorde des subventions, il va aider les gens, il va leur faire de la trésorerie. Ils ont des conditions bancaires mais inimaginables chez nous. Alors évidemment ils gagnent. Ben évidemment, nous on va pas leur prêter d'argent, le Chinois il va leur en prêter. Du côté américain, c'est exactement la même chose, quoi qu'ils en disent. Et ce que vous êtes en train de dire, c'est que c'est pas tout à fait le cas du côté européen. C'est clair, moi je pense qu'on est en train de mourir par notre propre faute. Hein. Moi, vous ne me verrez jamais attaquer l'Europe en disant que c'est la faute des autres. Je dis, si nous avons des difficultés économiques dans tous les domaines, nous l'avons voulu, nous l'avons construit et nous l'avons voulu. Regardez l'Europe. L'Europe se sort pour les banques des règles de sécurité. Je comprends en disant il ne faut pas qu'elles fassent faillite pour le bon. Donc on crée BAL 2, BAL 3, bon très bien, on crée des normes. Bon. Les banques françaises étaient les reines de l'Afrique francophone. Elles étaient partout et elles gagnaient bien leur vie. Et les banquiers, qu'est-ce qu'ils vous disent ? On ne peut pas continuer en Afrique parce qu'avec BAL 2 et BAL 3, nous, on est condamnés, on va prendre des coups, on risque d'avoir des amendes. Ok. Qu'est-ce qu'on fait ? On lâche l'Afrique. Résultat, aujourd'hui, ce sont les banques marocaines qui tiennent le haut du pavé dans toute l'Afrique francophone, qui gagnent un argent fou, parce que ces pays sont en train de monter à 7-8% par an de croissance, et évidemment les banques en bénéficient. Et nous, qui étions là depuis 100 ans, qui avons vécu toutes les époques difficiles, au moment où l'Afrique démarre, nous, on est rentrés en Europe parce que BAL 2 nous a dit qu'il ne fallait pas qu'on reste là-bas. Et c'est à pleurer. On va dire, mais pourquoi les banquiers sont pas restés ? Mais les banquiers, ils étaient contraints. On dit, si jamais vous ne piquez pas les trucs, on vous assassine en Europe. Non, mais d'autant que c'est une réglementation que les Américains ne s'appliquent pas totalement non plus. Bien entendu, mais attendez, alors que les autres autour, qu'est-ce qu'ils font, bien entendu ? Si vous voyez un concurrent qui va mettre un pas en avant pour tomber dans le trou, est-ce que vous lui criez « faites pas ça » ? Bien sûr que non, on est en concurrence internationale. Si vous voyez un qui veut se suicider, vous n'allez pas dire « ne le fais pas ». Vous allez dire « ça fera un concurrent de moins ». Et c'est ça, et la position américaine ou la position chinoise, ils ne loupent pas. Et à chaque fois, ils ont de la chance avec nous, on saute à pieds joints. En fait, est-ce que vous, derrière, vous dites que, en fait, on n'est pas tellement, au point de vue de l'entreprise, dans un monde en guerre, on est simplement, on a simplement l'art de se tirer une balle dans le pied. Les deux, mon général. C'est-à-dire qu'on est en guerre contre les autres. Ils ne font pas de cadeaux. Le mot de guerre économique qui avait été employé au départ par Pichot-Duclos, le général Pichot-Duclos et Arbulot, il y a 30 ans, 40 ans, non 30 ans maintenant, 35 ans. Ça paraissait très fort à l'époque. Aujourd'hui, on est en plein dedans. Ça, c'est sûr. Et on a des exemples tout le temps. Mais il faut bien dire que nous, on contribue alors allègrement à aggraver la situation. C'est de la balle dans le pied. Ça, c'est vrai. On prend... regardez le coût des normes. C'est génial, le coût des normes. On crée des normes en France, au niveau européen, on crée des normes tout le temps. Vous allez dans tous les coins du monde, moi je me promène pas mal, dans tous les coins du monde, on vous dit, mais l'Europe, c'est le pays de la norme. Bon. Mais ces normes, alors je ne dis pas qu'elles ne sont pas absolument nécessaires, que ça permet d'économiser l'eau, de faire ci, moi je veux bien. Mais si on est tout seul à appliquer ces normes et que le reste du monde ne les applique pas,
Moi, je peux vous donner les résultats, c'est les autres qui vont gagner. C'est évident. Parce qu'ils n'auront pas les charges que nous avons. Rien ne nous empêche, si on est plus vertueux, ou si on est plus innovant, ou si, Oui, pour mais justement la dans l'aspect des la votes, de vertu, pouvoir c'est- exporter. Ah Vous oui, voyez. attendez, la vertu, je suis d'accord avec vous, mais quand vous allez exporter à l'extérieur, regardez en France. En France, on a lancé le bio. Et on a dit, formidable, la grande surface et tout, le bio c'est meilleur. Et c'est vrai, il y a moins de pesticides, il y a moins de tout, c'est vrai. Bon, mais les gens, quand ils n'ont plus d'argent, comme actuellement, où les ressources baissent dans les familles, qu'est-ce qui se passe? Ben, sont là les gens, et quand ils peuvent acheter un produit certes bio à 10 et ils peuvent acheter un produit qui n'est pas bio à 5, ben moi je peux vous dire que la plupart des cas, ils vont acheter le produit à 5. Peut-être que le dimanche, ils diront ah, on va faire un truc formidable, dimanche on mangera bio, mais le reste du temps, ils vont bouffer pas cher. Si on accepte ce vocabulaire guerrier de dire que les entreprises sont dans une situation de guerre, ça veut dire que les dirigeants sont, je dirais, en première ligne, et les capitaines ou les généraux de cette guerre. Est-ce qu'ils sont naïfs? Oui. Mais ils sont naïfs par... alors, il y a deux choses, parce qu'il y a dirigeants et dirigeants. Le haut du panier sont des gens, en général, très, très capables, qui ont fait du brillant, qui sont intelligents, qui connaissent les trucs, mais ils ont du mal, en Europe, ils ont du mal à comprendre que c'est une guerre dans laquelle on ne se fait pas de cadeaux. Si vous voulez, ils n'arrivent pas. Les Allemands, Schröder, décident de faire une stratégie de l'Allemande à 3 axes. Les énergies, c'est la Russie, l'économie, c'est la Chine, et la défense, c'est les États-Unis. Bravo. Merkel, derrière, elle dit, c'est une excellente idée. Il n'était pas de mon bord, mais c'est une bonne idée, on continue. Et c'est révélé génial, ils sont devenus la première puissance européenne. Bon. Mais il y a un truc, c'est que l'histoire de l'énergie, c'est je fais arriver du gaz de la Russie, le hub pour l'Europe, il est en Allemagne, et de là, j'envoie du gaz dans toute l'Europe. Et en prenant un pourcentage, bien sûr. Ils voient qu'en France, on fait du nucléaire, le nucléaire est moins cher que le gaz. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Il y a ceux, s'ils étaient gentils, comme on dit, s'ils étaient gentils, ils diraient, eux, on ne pourra pas les convaincre, parce qu'eux, ils sont moins chers. Non, on va financer, c'est l'Institut Heinrich Böll, qui dépend directement du chancelier, de la chancelière de l'époque, par l'industrie, par Heinrich Böll, on va financer les ONG en France pour faire de l'antinucléaire. Vous avez la preuve, on a toutes les preuves, les chiffres et tout. On va financer en France le nucléaire pour faire tomber le nucléaire français. Et on va y arriver. Ils y arrivent. Remarquez, c'était une belle opération d'influence parce qu'ils y sont arrivés. Mais c'est ce que je vous dis, c'est remarquable. Sur le plan... Bon, après, on l'a démonté, mais avant, ils ne l'ont pas vu. Les ONG, personne n'a compris que les ONG étaient manipulées par les Allemands. Même les ONG elles-mêmes ne le savaient pas. Ces ONG ne savaient pas qu'elles étaient le bras armé, manipulé. Une partie ignorait complètement. Un agenda caché, en fait. Ah ouais. Il y avait un agenda caché qu'elle ne savait pas. Mais ce qui est fantastique... Mais vous qui êtes un homme de renseignement, comment ça n'a pas été démasqué par les services de sécurité intérieure? Mais parce qu'on ne voulait pas le voir. Parce qu'on c'est remonté, mais à la limite, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais quand on vous dit, moi je me souviens à l'époque de certaines attaques sur des antinucléaires, on disait c'est pas croyable, pas possible. Mais ça veut dire que vous, dans votre carrière, vous avez parfois eu des informations qui étaient remontées, et en fait, personne ne voulait les entendre. Mais oui, on disait c'est pas possible. Pas nos alliés. Vous savez, c'est... pas eux. Pas eux, mais comme les Américains. Mais écoutez, aujourd'hui, je vois les Américains, il y a des gens encore qui disent, mais enfin, vous vous rendez compte la dureté de Trump avec tout. Je dis, mais attendez, ceux qui connaissent l'Amérique, comme moi et d'autres, il y a beaucoup d'autres, savent que depuis toujours que les Américains, ils nous tapent dessus, mais sans vergogne, ils nous menacent sans vergogne, ça a toujours été comme ça. Tout y est passé. À l'époque de la guerre en Irak, quand Chirac n'a pas voulu, ça a été une horreur. Bon, alors là, on avait dit, ils ne nous feront pas de cadeaux. On disait, c'est à cause de la guerre. Mais en réalité, c'est pas vrai. Vous prenez Obama, vous prenez Biden, ils ont Clinton, Kennedy aussi, ils nous ont tous tiré dessus. Pourquoi? En disant America first. Et on ne peut pas le reprocher, d'ailleurs, de dire notre pays c'est le plus important, alors c'est nous. La différence entre Trump et l'autre, c'est que lui le dit froidement. Et il l'assume. Il dit vous tue. On dit c'est pas croyable qu'ils disent ça. Mais les autres le faisaient exactement la même chose. Alors, on a l'impression qu'il y a aussi, je reviens sur les entreprises, souvent un éléphant dans la pièce parce que, évidemment, personne ne peut se passer aujourd'hui de son smartphone. Oui. Le smartphone, il est grosso modo, parce qu'il est coréen ou il est américain, suivant la marque. Et on passe des communications sur parfois
échangeant de secrets des affaires sur des messageries qui sont absolument pas chiffrées. Et où on serait dans l'univers militaire, on n'accepterait absolument pas ce niveau de sécurité. C'est de la naïveté, ça? Comment vous le prenez, ça parce que c'est un éléphant dans la pièce. Moi, je crois que c'est le manque de réalisme, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le manque de réalisme européen, si vous voulez. C'est-à-dire que vous citiez ces affaires de smartphone. Ouais. De trucs. La norme, on fait la RGPD, on est content, on dit ça y est, nous on est protégés, la RGPD, vous n'avez pas de problème, on risque rien, tout est fait chez nous comme ça. Ah oui, d'accord. Vous franchissez l'Atlantique, vous allez aux États-Unis, hein, tout ce qui est stocké dans les banques de données, chez les clients, tout est accessible par les services de renseignement américains si ce n'est pas américain. Tout. La loi, c'est la loi. Oui, donc d'un côté, vous avez une protection par le RGPD et tout. On dit, ah non, nous en Europe, on ne peut rien faire. De l'autre, ils peuvent tout faire. Alors, cherchez, qu'est-ce qu'il va perdre? Bien sûr, il y en a un qui combat en match de boxe, les deux mains attachées dans le dos, et l'autre, il tape. Je peux vous dire qu'il y a toutes les chances pour que ce soit qui tape qui gagne. Vous voyez, alors moi, je ne suis pas... Bien sûr, il ne s'agit pas de dire il faut tout abandonner, il faut faire comme les Chinois, comme les Américains. Non, il s'agit d'être intelligent et de se dire il y a des choses sur lesquelles on peut passer, mais des choses qu'on ne peut pas laisser passer. Et alors, c'est du pragmatisme au fond? Mais bien entendu. Mais vous savez, un homme de renseignement, c'est quelqu'un qui est pragmatique, hein, qui est réaliste et pragmatique. On n'a pas de sentiment, on regarde, on analyse, on dit il y a ça. Après, c'est au politique. Moi, j'ai toujours dit ça, parce que dans le renseignement français en particulier, on a une dérive qui est très inquiétante depuis un certain temps. C'est qu'on a tendance à fournir des informations qui correspondent aux souhaits du chef. Mais dans la réalité, justement, il faut faire la différence et il faut absolument dire au chef, attention, voilà l'analyse réelle, hein, elle n'est pas exactement ce que vous pouvez penser. Après, vous, puisque vous êtes le décideur, vous êtes le chef, vous êtes le stratège, à partir de là, vous allez bâtir votre stratégie. Et vous allez décider une stratégie qui soit associée aux autres, quels que soient les risques, au contraire d'opposition. Ça, c'est des stratégies. Mais au départ, il faut leur donner les vrais éléments. Et moi, ce que je reproche, aussi bien dans les médias en général que au niveau de ce qui se passe en Europe, c'est qu'on ne donne pas aux décideurs les vrais éléments, ou quand on leur donne, ils ne veulent pas les voir. Alors évidemment, on est dans une impasse totale. Alors justement, sur appelons ça l'information pivot, ou ce qui permet de nourrir la décision des dirigeants, il y a une discipline qui aide beaucoup, ou qui peut aider, c'est le renseignement d'affaires. Et le renseignement d'affaires, c'est un peu l'omerta en France. Oui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'officines, on a l'impression, si vous voulez, que on fait intervenir soit d'anciens barbouzes, soit un détective, alors qu'on est très loin de cette image-là. Et pourtant, d'autres acteurs internationaux l'utilisent de manière tout le temps, quotidienne, pour un appel d'offres, au sujet d'un concurrent, au sujet d'une filiale, pour justement essayer d'être plus pertinent dans l'approche des opérations. Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette réticence en France? Il y a plusieurs choses. Il y a d'abord le fait que il y a peu de temps, jusqu'à Jox, au moment de la guerre en Irak, la deuxième guerre en Irak, le renseignement en France était très mal vu. Les barbouzes, si vous voulez, les tontons flingueurs et tout, ça passait pas. Donc, quand vous disiez, il faut faire du renseignement, il faut faire de l'analyse économique du renseignement, on vous disait, oh là là, et tout de suite, on voit les mauvais côtés et tout. Bon. Quand vous allez aux États-Unis ou en Angleterre, vous pouvez regarder. Hein. Quand j'étais à Stanford, j'ai vu la CIA venir recruter les meilleurs d'entre nous. Hein. Froidement. Hein. Et puis ils vous font un amphi. En disant, voilà, nous sommes les services de renseignement américains, si vous voulez travailler pour l'Amérique, et on était 50% d'étrangers. Hein. Oui, mais regardez. Oui, mais c'est vous dire, il y a une image. Les Anglais, oui, mais il y a une image les meilleurs dans les écoles anglaises, ils passent au renseignement, ils sont de la MI6 et la MI5. Hein. Regardez l'image des services de renseignement anglo-saxons. Oui. Enfin, si on ne regarde qu'à travers
en fait les films. Enfin, c'est Mission Impossible et James Bond. Et nous, c'est OSS 117. Jusqu'à ce qu'il y ait le Bureau des légendes, qui était la version, on va dire, qui était la première fois, qui était élogieuse, réaliste. C'était la première. C'est la première fois. Avant, ce n'était que de la caricature. Le grand public commence maintenant à comprendre. Mais dans les entreprises, on a encore beaucoup de mal parce que les grandes écoles, vraiment les grandes écoles, elles ont eu du mal à expliquer l'importance du renseignement économique. Parce que chez nous, l'ingénieur, il a inventé, il sait. Donc il ne va pas aller demander des explications. Il est meilleur que les autres. La culture du savoir, en fait, elle percute ce monde du renseignement, c'est-à-dire que pour aller vers le monde du renseignement d'affaires, il faut avoir une certaine humilité de ne pas savoir. Exactement, mais oui, il faut admettre, si vous voulez, et c'est ça, il faut que vous admettiez que vous êtes peut-être très bon, mais qu'il y a d'autres gens qui, n'ayant pas fait les mêmes études que vous et dans un autre bout du monde, il y a un gars qui était sous le baobab, qui était chef d'un village sous le baobab, il peut avoir l'idée géniale que vous, avec tous les politiciens qui sont chez vous, ou tous les énarques, vous n'avez pas eu. Le jour où vous comprenez ça, vous avez fait un pas en avant considérable. Parce que à ce moment-là, vous vous dites, il faut peut-être que je regarde s'il n'y en a pas un autre qui a trouvé quelque chose. Alors il y a toujours quand on parle de renseignement d'affaires, et c'est vrai que c'est des situations vécues en entreprise, c'est la décision sous incertitude. Parce qu'en fait, même si on argumente, on documente, on rationalise en fait toute l'information qui permet de prendre une décision, il y a toujours une part d'aléa. On ne sait évidemment pas tout à 100%. Vous, quelle est l'expérience que vous avez sur la prise de décision dans des situations extrêmement sensibles, ayant une information partielle ou parcellaire, malgré, je dirais, toutes les collectes, et comment vous avez fait pour prendre la bonne décision ? Alors il y a, moi d'abord, toujours, alors je crois que ça c'est ma formation, si vous voulez, inconsciente, mais vous savez, moi j'ai commencé, quand j'étais militaire, j'ai commencé dans les unités un peu particulières, j'étais au service action. Quand on fait une opération, en plus avec tous les risques que ça représente à l'étranger, puis on n'est pas nombreux et on n'a pas les soutiens de tout le truc. Vous êtes sous couverture, vous êtes sous couverture. Vous préparez votre truc en imaginant tout ce qui peut arriver. Il y a 50 plans successifs. Tous les plans de contingence, en fait. Tous les plans de contingence. Voilà, j'avance, je glisse sur une peau de banane, qu'est-ce qui se passe ? Je me fais une entorse, qu'est-ce qui arrive ? Moi, on n'y pense pas, tout ça n'empêche que ça peut arriver. Vous voyez, et on va se poser plein de questions. Résultat, quand vous êtes dans votre mission, les choses arrivent, ça ne se passe jamais comme c'est prévu. Il y a toujours des imprévus, et heureusement d'ailleurs, parce que c'est la vie. Mais comme vous avez imaginé toutes les solutions possibles, il y a toujours une des solutions qui va vous permettre de vous raccrocher. Et si vous voulez, c'est ça le truc. Seulement, il faut avoir l'humilité de se dire, effectivement, j'ai fait un plan, mais ce plan, je sais qu'il y aura des adaptations à faire au fur et à mesure. Et pour pouvoir faire les adaptations, il faut que je regarde en permanence ce qui se passe pour détecter dans l'environnement les changements par rapport à ce que j'avais imaginé. Vous dire, je prévois par avance tout ce qui pourrait se passer, même dans les situations les plus acrobatiques. Et finalement, en situation réelle, à travers les signaux que j'ai toujours en fait un plan qui ressemble à ce à quoi j'ai. C'est les fameux SEAL dont on parle, c'est les Américains, les opérationnels, les SEAL ou les forces spéciales en France, font comme ça aussi. En définitive, pourquoi les militaires des forces spéciales sont meilleurs que les autres ? En gros, ça va jusqu'à 1 à 10 quand même. Il y en a un qui tient tête à 10 en face. Pourquoi ? Parce que lui, il a été surentraîné et on l'a préparé à toutes les éventualités. Alors que l'autre, quand ça lui tombe dessus, il ne sait pas que faire. Et vous savez, quand ça se joue à une seconde près, là. Voilà. Et je voudrais, mais c'est important parce que quand on parle de ça, de ce genre de choses, je me souviens, ça m'a fait rappeler, moi c'était Microsoft, je ne fais pas de la publicité, mais c'était le laboratoire de Microsoft d'Angleterre. Et qui m'avait un jour, il m'avait invité, il m'a dit, regarde, ça va vous intéresser. Alors bon, très bien. Comment on réduit l'intervalle d'incertitude, la marge d'incertitude? Il m'a dit, vous voyez, regardez, nous on prend le match de foot, la Football League anglaise, on prend 10 clubs, on vous donne les résultats pour les 10 prochains matchs. Donc 100 résultats, vous voyez, 10 fois 10, 500. Bon, on vous donne les résultats pour les 100 prochains matchs et vous allez voir, on aura un écart très rare, très petit. Alors,
En théorie, c'est 50-50. Hein. Par définition. Bon, par définition. Après, si on connaît un petit peu mieux, on va faire 40. Vous n'allez pas nous parler du poulpe bientôt. En réalité, ils sont tombés à 10%. 10% d'erreur. Vous vous rendez compte, pour le décideur en entreprise, si au lieu d'avoir un choix à 50-50, ou le militaire, il a un choix à 10%, il réduit sa part de risque de manière considérable. Or ça, c'est de l'intelligence économique, c'est du renseignement d'affaires. C'est ça le renseignement d'affaires. Si vous voulez, Palantir, il y a une histoire, parce que le Premier ministre a annoncé que le passage on va passer chez Champignon, ce qui est très bien, parce que c'est le français. C'est quand même bien qu'on passe chez les Français. Bon. Mais pourquoi ils ont pris Palantir et pourquoi d'autres Airbus à Palantir, par exemple, c'est pas un secret. Hein. Bon, pourquoi ? Parce qu'avec Palantir, ils ont des informations sur le marché et les concurrents. Ils appuient sur le bouton et ils ont des centaines d'informations qui arrivent sur les problèmes des concurrents, les avions concurrents, les sociétés. Vous voulez dire que c'est utilisé comme un outil d'intelligence concurrentielle ? Mais exactement, et c'est tout. C'est un complément d'intelligence, de renseignement. Et à ce moment-là, quand vous avez la chance d'avoir ça, eh ben, évidemment, ça vous aide énormément dans votre décision, parce que vous dites, quand vous faites votre stratégie, hein, vous allez dire, je sais ce que j'ai, et voilà où je veux aller, mais alors vous avez tous ces éléments-là qui vont arriver pour dire, attention, sur les 6 ou 7 options que vous pouvez choisir, en réalité, il n'y en a que 2 possibles, ou une possible. Formidable. Ceux qui sont moins équipés de ça, et qui finalement lisent les médias, sont simplement des citoyens français ou des citoyens du monde. On le disait tout à l'heure, forcément, il y a un récit du monde. Voilà. Ouais. Est-ce qu'ils décident sous influence, ceux-là ? Ça veut dire qu'ils décident sous influence ? Ben oui, s'ils n'ont pas les moyens, s'ils ne se sont pas donné les moyens, ou si on ne leur a pas appris à se donner les moyens ou à leur fournir des moyens... moi, je me souviens du MEDEF et des chambres de commerce, par exemple. Eh bien, il y a 20 ans, quand on a lancé l'intelligence économique en France, les chambres de commerce, elles ont accroché tout de suite en disant « Oui, c'est un truc pour nos entreprises petites et moyennes. Ça peut les aider. » Alors, on a expliqué, on a monté des trucs, et puis le MEDEF, il était très, très disant « Bon, vraiment pas à quoi ça peut servir. » Réflexe de l'ingénieur, si vous voulez. Bon. Et puis, jusqu'au jour où, effectivement, au MEDEF, j'en parlais avec un ancien président du MEDEF qui m'a dit « C'est vrai qu'un jour, vous m'avez mis en difficulté, une vieille question qu'on a vue ensemble, parce que vous m'avez montré que mon truc, que je pensais, était totalement faux. Mais je ne pouvais pas vous l'avouer. » Évidemment. N'empêche que oui. Mais pourquoi ? Mais c'était pas parce qu'il n'était pas intelligent, au contraire, c'était un type remarquable à tout point de vue. Ça, il n'avait pas les bonnes informations. Si on replonge dans le passé récent, au moment du début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, la majeure partie des entreprises se sont retirées. Certaines, très minoritaires, sont restées en faisant le dos rond. Bonne ou mauvaise décision ? C'est elles qui ont eu raison. Parce que je vais vous dire, l'Ukraine, ça peut durer, ça va dépendre, on va voir, mais ça peut durer 1 mois, 3 mois, 6 mois, mais ça va s'arrêter. Et l'Ukraine n'envahira pas la Russie, il faut arrêter. On sait très bien, ça va rester sur la ligne de front jusqu'à un peu... Alors, il y aura peut-être des gains d'un côté ou de l'autre, peu importe, mais ça ne restera pas grand-chose. Et à un moment, il va bien falloir négocier. Bon, on fait la paix, même si elle est injuste, tout ce que vous voudrez. Après, qu'est-ce qui va se passer ? Reconstruction. Reconstruction de l'Ukraine, et puis il y a la Russie, qui est une grande puissance, proche maintenant de la Chine, et que les Américains veulent récupérer vers eux. Trump veut absolument récupérer la Russie. Comment ça va se passer ? Il va bien falloir qu'on ait des contacts et qu'on reparte dans ces pays-là. Alors, l'Ukraine, bien sûr, il n'y aura pas de problème, mais de l'autre côté, en Russie, tous ceux qui sont partis en claquant la porte et qui ont vendu pour un franc symbolique leur société, vous voyez qu'ils vont revenir facilement avec tout ce qu'on a dit de mal sur la Russie ? Bien sûr que non. Par contre, ceux qui sont restés, ceux-là, ils vont faire un carton. L'Europe, acteur ou terrain de jeu ? Je pense que c'est en train de devenir. Moi, je suis profondément français, mais européen aussi, parce que la France, c'est un petit pays. La France n'est concevable aujourd'hui dans le cadre d'une Europe. Alors, de taille variable, mais dans le cadre d'une Europe, elle ne peut pas rester toute seule. Bon. Donc, évidemment, je suis européen. Mais l'Europe, aujourd'hui, il faut bien reconnaître qu'elle est en train de devenir le terrain de jeu des Américains et des Chinois, et que nous n'existons pas. On vient de le voir dans la dernière guerre, on n'existe pas. Alors entre Washington et Pékin, on choisit quoi ? Il faut choisir ni l'un ni l'autre. Vous savez, il y a une époque où c'était avec De Gaulle qui pensait ça, mais il n'y a pas que De Gaulle. Mitterrand le pensait aussi.
Hein, donc, si vous voulez, c'est de différentes tendances politiques, mais ils pensaient tous qu'il fallait que l'Europe soit un bloc suffisamment solide et uni pour pouvoir faire pression d'un côté sur les États-Unis et sur le troisième homme en définitive. Et parce qu'on était une grande puissance, on aurait été une grande puissance, on pouvait, en allant d'un côté ou de l'autre, à un moment ou à un autre, on faisait pencher la balance. Donc on avait un pouvoir considérable. On était le plus gros marché du monde, au point de vue des achats. Donc on avait tout pour nous. Il faut bien reconnaître qu'on a tout saboté. Aujourd'hui, parmi ces quatre-là, qui a le plus de pouvoir? Les États, les plateformes technologiques, les médias ou les services de renseignement? Ça dépend si c'est l'Europe ou les autres pays. Prenons l'Europe. Ah, sur l'Europe, je pense que les services de renseignement ont perdu beaucoup. Parce que s'ils pouvaient, et pas sur plusieurs pays, mais si sur plusieurs pays avaient des services de renseignement solides, ils pourraient à ce moment-là influencer. En France, ils sont solides, mais dans les autres pays, c'est moins le cas. Ah oui, c'est moins le cas, oui, c'est très net. Hein. C'est très net. Alors il y a des pays aussi, l'Angleterre, les services de renseignement sont solides, mais le pays va mal. Alors quand vous avez un pays qui va mal, le service de renseignement peut être solide. Si tout ce qu'ils disent, on ne peut pas les mettre en œuvre, on n'a pas les moyens, le problème est réglé. Hein, voilà. Donc alors sur les médias, bon là je pense que malheureusement les médias européens ils sont dans leur logique moralo, civilo, ce que vous voudrez, enfin qui est émotionnel, bien sûr, hein, et ils sont complètement à côté de la plaque. Moi, je pense que honnêtement, les médias sont que... Quand je lis les journaux américains, chinois, russes ou d'autres du monde, on a vraiment l'impression qu'on n'est pas dans le même monde. Hein. Si vous lisez le Washington Post, si vous lisez le China Today, vous vous dites, attends, on parle de la même chose. Et vous voulez, donc là, on a un problème. Alors les médias et les États, ils sont faibles hein, chez nous, malheureusement, on le voit tous les jours. Hein. Qu'est-ce qui reste? Il reste les entreprises. Les plateformes et les entreprises. Ouais, mais moi je crois, je fais partie de ceux qui croient que le salut actuel passera par les entreprises. Parce que l'entreprise, alors, au-delà de ce que j'ai dit sur les capacités de décision, pour être dans la concurrence internationale des dirigeants, un dirigeant, il sait comment ça marche, il sait comment marche son personnel, comment il travaille pas, pourquoi ça passe pas. Hein, c'est tout à fait différent. Alors, dans la dernière partie de ce podcast, on a toujours une partie un peu plus prospective. Bien sûr. Voilà. Dans 10 ans, États-Unis ou Chine? Alors, moi, je pense que les États-Unis... Alors, c'est deux choses. Les États-Unis sont un empire en léger déclin. Trump, qui a compris parfaitement, c'est la grande force de Trump, à mon avis, hein, il a compris parfaitement qu'il fallait changer les choses, et il essaie de repositionner avec la doctrine de Monroe, hein, maintenant qu'il appelle ça la doctrine de Donroe, parce qu'il ajoute Donald, il applique la doctrine de Monroe en disant « j'ai une base qui est à moi, c'est l'Amérique du Nord, et l'Amérique centrale, c'est à moi ». D'où le Groenland, d'où le Venezuela, et le Cuba, et ainsi de suite. Tout ça, c'est moi. Et là, je suis le maître absolu. Je fais ce que je veux et je vais recréer toutes les conditions pour qu'on soit un marché fermé, mais qui fonctionne bien, pour que mes Américains soient heureux. Ça, c'est la doctrine Trump. C'est un pari, parce que, certes, il veut faire revenir tous les boys, hein, tous les militaires de partout, il ne veut plus investir dans le monde entier, il ne veut plus être le gendarme du monde, mais il n'empêche quand même que son pari, il est très osé, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas aux États-Unis. Hein? Alors, est-ce qu'il va réussir avec les domaines dans lesquels ils sont forts? Alors, bien sûr, le numérique, le spatial, le militaire. Est-ce qu'il va réussir à tenir le coup? Il y a quand même une partie inconnue, hein? Il y a quand même un risque. Hein? Bon, je pense que la fin de la guerre en Iran, et qui va faire signer d'ailleurs par Vance, c'est pas pour rien, c'est parce que Vance c'est le prochain président des États-Unis. Et que si effectivement Trump puis Vance se réélu une fois, comme c'est l'habitude aux États-Unis, continue, ça veut dire qu'ils ont 15 ans pour changer la politique de l'Amérique. Et s'ils réussissent, ils peuvent se stabiliser. Moi je ne crois pas qu'ils repartiront, hein, mais ils peuvent se stabiliser. Les Chinois c'est autre chose. Les Chinois vous disent, en 2049, on sera la première puissance du monde, on revient à ce qu'on était avant la guerre de l'opium. Et ils ont tout pour y arriver. Avec des difficultés, hein. Ils ont plein de difficultés. Mais ils vont y arriver. C'est pas le marché intérieur. Mais oui, mais seulement ils sont aussi... Mais c'est aussi la doctrine de Monroe. Si vous lisez Yiping,
vous apercevez, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, on est maintenant dans le 5e bond par rapport à la doctrine de Deng Xiaoping, qui avait écrit à l'avance tout ce qui allait se passer. Maintenant, nous devons développer notre marché intérieur, tiens, comme l'autre, en exportant moins, parce que c'est le marché intérieur qui nous fera vivre. Donc, il est dans la même logique que l'autre. Ils sont tous les deux dans une doctrine de Monroe. Ce qu'il y a, c'est que lui dit, on vit sur le marché intérieur, mais on exporte, c'est ça le relais de croissance, c'est l'exportation, alors que pour Trump, il n'y a pas de relais de croissance. On est entre nous et on se développe, on est heureux comme ça. Moi, je crois sincèrement, je pense que la Chine va arriver à son objectif et que sera la première puissance mondiale dans 30 ans, dans 20 ans. Mais ils seront au coude à coude avec les Américains. Par contre, ce dont je suis convaincu, c'est que la Chine, il y a plein de problèmes, ne serait-ce que démographiques, et qui font qu'après, ils vont souffrir. Ils ne resteront pas, si vous voulez. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre pays qui monte, qui est l'Inde, très agressif, avec une population qui se développe, ce qui n'est pas le cas ni des Américains, et encore moins des Chinois. Et donc, je pense que ce qu'il faut... Et alors, le FMI le confirme. Pour le FMI, en 2075, c'est l'Inde est la 2e puissance mondiale, et les Américains la 3e. Il ne faut pas l'oublier. Le FMI, c'est pas suspect d'être pro-chinois. Donc quand il vous dit ça, c'est bien que dans la logique, si vous voulez, des croissances actuelles, la Chine pourrait être encore en 2075, mais à mon avis, ce sera la fin de son époque de grande domination. Après, elle va toutes les difficultés qu'elle aura. L'Inde sera la puissance qui va devenir à la fin du siècle, la première puissance mondiale. Et les États-Unis, ils seront toujours dans le peloton de tête, dans les 3 premiers. Ils ne seront pas ridicules, si vous voulez. La prochaine grande crise mondiale, conflit militaire, effondrement économique. La guerre, aujourd'hui, elle est hybride. Si vous voulez. Avant, avec Clausewitz, on disait la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, il y a la politique, il y a le militaire, mais il y a aussi l'économique, il y a les normes. Regardez, on parlait de l'Amérique face aux États-Unis. Il y a un truc qui pourrait se passer dans peu de temps, dans 2-3 ans, mais qui pourrait vraiment impacter le monde entier, c'est qui va arriver sur la Lune le premier, qui va revenir sur la Lune le premier, les Chinois ou les Américains? Artemis prend du retard, le système américain prend du retard. Quand les Américains ont mis les gens sur la Lune, 10 ans avant, les Russes avaient mis un peu Gagarin dans l'espace, alors que les Américains arrivaient à envoyer un petit satellite qui s'appelait Vanguard, qui faisait 10 kilos, une espèce de pamplemousse, et qui avait explosé en vol. Donc d'un côté, il y avait le gars qui tournait, Gagarin, disant « Vive l'Union soviétique », et de l'autre côté, il y avait une fusée qui avait explosé. Bon, l'Amérique était humiliée. Bon, Kennedy a eu un coup de génie, parce qu'il a mobilisé l'Amérique en disant « Dans 10 ans, on sera sur la Lune ». Paris, absolument fou. Il n'y avait pas de principe de précaution. Bon, Paris fou, n'empêche que 10 ans après, en prenant des risques que jamais un des chefs d'État ne prendrait aujourd'hui, parce que les gars, ils avaient toutes les chances d'y rester là-haut. Ils le savaient d'ailleurs, mais ils étaient volontaires. Mais quand, je me souviens, moi, par là, j'étais jeune chef d'entreprise à l'époque, je me souviens quand je suis sorti la nuit, c'était à Épinay-sur-Seine, vous voyez, en pleine nuit, à 3h du matin, parce ils allaient marcher sur la Lune, donc on était tous en train d'attendre qu'ils mettent le pied sur la Lune. 3h du matin, je suis sorti dans la rue, toutes les lumières étaient allumées. Tout le monde se rendait compte qu'il se passait quelque chose, vous voyez. Et là, le fait que les Américains aient réussi et qu'ils aient récupéré leur type, on a dit l'Amérique c'est les plus forts. Alors que, Dieu sait si à cette époque-là, il y en avait qui pensaient que l'Union soviétique, la Chine, c'était sérieux. Bon, et là, je crois qu'il pourrait se passer la même chose. Si vous voulez. Là, oui. C'est que si on apprend que c'est 3 Chinois, 3 Taïwanais qui sont en train de marcher sur la Lune et que les Américains ne sont pas arrivés, c'est terrible pour l'Amérique. J'espère qu'ils ne vivront pas ça. Je croise les doigts pour que ce soit les Américains qui arrivent le premier, pour eux, parce que je les aime bien, je les connais, j'ai travaillé avec eux, j'ai fait des études chez eux, donc je les connais. Ça serait un tel choc moral pour eux, je préfère pas y penser, quoi. Mais n'empêche que si on pèse, alors là, en homme de renseignement, les chances, pour le moment, ils sont mal barrés. Alors, ça fait bientôt 1 heure qu'on échange, Alain, et merci encore. Peut-être une dernière question avant de se quitter. Si vous n'aviez qu'une seule recommandation à faire aujourd'hui à un chef d'entreprise, vous lui diriez quoi? Vous savez, j'irais informez-vous. Vous voyez, apprenez à utiliser la capacité du renseignement. Apprenez à utiliser le renseignement. On n'a pas besoin d'être un grand spécialiste.
Mais c'est pas la peine d'être un grand spécialiste du renseignement. Mais le simple fait de dire je vais m'informer dans mon domaine, dans mon métier, informe-toi sur ce qui se passe ailleurs. Ne te regarde pas ton nombril, phénomène assez classique chez nous, ne regarde pas ton nombril, essaie de regarder autour ce qui se passe. Et tu vas découvrir plein de choses qui vont t'aider à mieux faire ton travail. Et je crois que c'est ça, là, c'est vraiment dans le monde actuel, c'est la clé. Parce qu'en plus, si vous avez cette curiosité, cet esprit, ça vous change votre état d'esprit. Il y a des conséquences, si vous voulez, induites. C'est pour ça que vous me disiez une question, je dis oui, informez-vous, mais derrière, je sais très bien qu'en disant ça, ça va leur ouvrir l'esprit, la curiosité, et là, ils vont commencer à comparer les choses, et donc ils commencent à avoir un état d'esprit, je dirais, moderne, qui s'adapte à cette guerre hybride, dont je parlais, guerre économique hybride dont je parle, parce qu'aujourd'hui, la guerre est partout. Alain Juillet, merci. Merci à vous, merci de m'avoir invité.